Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas. Un article de loi et les Antilles descendaient dans la rue. Je manifeste pour l'abrogation de cette loi scélérate. C'était l'article 4 sur le rôle positif de la colonisation, bientôt supprimé. Nous ne pouvons pas cautionner cette loi. Un parlement en émoi et même un ministre de la République qui met des mots sur une souffrance. Tout le monde ne mesure pas combien il doit être difficile le matin, parfois en se réveillant, de se dire « Est-ce que je suis un descendant d'esclaves ?» Alors sur les ruines d'un passé mal digéré, mal assumé, une conscience noire s'est réveillée et veut réveiller. C'est le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, créé il y a 2 mois, dont la plus grande audace est d'afficher la couleur. Aujourd'hui, il n'y a pas que le CRAN qui a pris conscience de cette nécessité de s'organiser face au pouvoir. Donc c'est une conscience noire. Il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. Les tenants du communautarisme ont tous un trait commun, c'est celui de s'opposer en victime du présent ou du passé. Et s'est imposé ces dernières années la figure de l'éternelle victime, et le mot éternel a son importance, sur fond donc de haine de soi, de repentance, ce qui a eu donc pour conséquence de provoquer ce qu'on appelle la concurrence des victimes, concurrence victimaire. Moi, j'utilise pas le terme éternelle victime, mais effectivement, je consacre un chapitre à la question de la concurrence des victimes dans l'essai contre le communautarisme. Il me semble que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que l'État républicain, comme construction politique, a eu tendance à ne pas produire suffisamment de discours sur ce qu'on peut appeler rapidement les victimes de l'histoire. Victimes de l'esclavage, de la colonisation, la décolonisation, de telle ou telle tragédie historique. Je pense en particulier à la déportation des Juifs sous l'occupation ou la collaboration pour le cas français. Oui. Et que donc il y a eu un retour du refoulé en fait à la fin des années 70, au début des années 80, qui a pu prendre différentes formes, mais essentiellement la forme militante. Soit du militantisme communautaire, soit du militantisme d'extrême gauche, qui souvent en fait ont développé un discours qui a fusionné. Presque similaire, oui. Sur ces questions-là. On voit en particulier que le discours sur la colonisation et la décolonisation est un discours qui, en France, emprunte beaucoup à la rhétorique de l'extrême gauche. On a eu, à partir du début des années 80, quand les responsables politiques se sont dessaisis de leur prérogative éminemment politique, qui était la conduite des politiques économiques, il me semble qu'il y a eu chez beaucoup de responsables politiques un réflexe assez facile, qui était celui de la commémoration et de la repentance, et qu'effectivement, même si je reconnais à Chirac le grand mérite de ne pas avoir suivi les Américains et les Anglais sur l'invasion de l'Irak, je constate que si on regarde concrètement ces 2 mandats par rapport à ceux de François Mitterrand, ils sont marqués quand même par une espèce de fièvre commémorative sur beaucoup de dimensions, et qu'en particulier le discours de Jacques Chirac en juillet 95 concernant la commémoration de la rafle du Veldiv a marqué un tournant qui a été salué à l'époque par la majorité des commentateurs et des responsables politiques, à l'exception notable de quelques voix un peu iconoclastes telles que Jean-Pierre Chevènement, et que dans ce discours, non seulement Jacques Chirac reconnaissait les fautes de l'État français, mais il allait plus loin puisqu'il mettait aussi en cause la France. C'est là une rupture complète et radicale avec ce que pouvait dire ou écrire évidemment Charles de Gaulle, mais aussi Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. On se souvient que François Mitterrand d'ailleurs avait été largement malmené à plusieurs reprises parce qu'il n'avait pas voulu changer de position sur le sujet. Mais il me semble que quand Chirac est de ce point de vue-là emblématique d'une tendance du politique, tendance très contemporaine, qui est celle de la commémoration perpétuelle, et par voie de conséquence de la mise en place d'un dispositif dynamique de concurrence victimaire, puisque à partir du moment où on reconnaît un certain nombre de faits historiques comme particulièrement graves, particulièrement lourds, et qu'on les institutionnalise, il était à peu près évident, en tout cas relativement facile à comprendre, qu'on allait pouvoir se dresser des revendications victimaires à n'en plus finir.
Et c'est ainsi qu'après la loi Guesso, qui est antérieure à la déclaration de Chirac en 95, puisqu'elle date de 90, on a vu se développer un certain nombre de revendications d'associations communautaires, d'abord les associations afro-antillaises, puis les associations arméniennes, qui ont souhaité avoir leur propre loi Guesso pour les crimes de l'histoire dont elles s'estimaient les victimes. Quelle que soit d'ailleurs la durée ou l'espace qui pouvait séparer les représentants de ces associations du crime tel qu'il avait pu s'établir. Les points communs, c'est que les responsables politiques ont eu beaucoup de mal, non seulement à ne pas rentrer dans une logique de commémoration, mais à s'opposer pour de bonnes raisons à ce type de revendication. La France se fait un procès continuel. Enfin, il ne faut pas non plus négliger quand même toutes les paroles victimaires qui aujourd'hui s'agglomèrent, toutes les mémoires. Il y a une concurrence des victimes ? Il y a une concurrence des victimes depuis des années, mais ce n'est pas né d'aujourd'hui, c'est au moins 15-20 ans. Toutes les catégories sociales aujourd'hui se présentent sous l'aspect du génocide. Donc pourquoi ? Parce qu'on veut endosser la souffrance maximale pour être entendu. Parce que tout le monde se bat pour être reconnu par la puissance étatique et pour avoir la sympathie de l'opinion. C'est la morale qui intervient dans l'histoire. Ça va même au-delà du bilan comptable. Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans. Seuls les totalitarismes, soviétiques en particulier, se sont arrogés le droit, par un décret politique, d'écrire ce que l'histoire et l'enseignement de l'histoire devraient être. Et ces jeunes qu'on dit issus d'immigration, qui sont de jeunes Français, constatent simplement qu'ils subissent des discriminations. Et ils essaient d'élucider les raisons de ces discriminations. Alors qu'est-ce qu'ils constatent ? Ben voilà, que ce soit du Maghreb, de l'Afrique ou de la Caraïbe, leurs parents viennent de l'ancien empire colonial français. Et pour ça, ils sont refoulés. Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas. Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Il me semble que dans le cas, là on peut quand même faire un lien avec l'idéologie générale qui était celle de la gauche auparavant, il n'est pas anodin qu'on soit passé d'un système organisé à gauche autour de la matrice intellectuelle de la lutte des classes, qui est aussi dans une certaine mesure une matrice victimaire, mais pas uniquement une matrice victimaire, et c'est ce qui fait toute la différence, vers une matrice pour le coup purement victimaire, des minorités visibles, des minorités victimaires qui sont organisées vraiment effectivement selon la logique, la posture de la victime. Alors parfois, il y a effectivement victime historiquement, puis parfois c'est plus compliqué. C'est l'exemple que je prends dans le livre, qui est l'exemple de la déportation des personnes homosexuelles sous la France occupée. Et j'énonce quelque chose qui devient de plus en plus difficile d'énoncer, qui est que la France n'a pas déporté d'homosexuels en tant que tel. Contrairement à ce qu'on peut lire, dire ou même voir à la télévision de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'on peut énoncer désormais des contre-vérités sur un certain nombre de sujets qui sont pourtant extrêmement graves, parce qu'on se situe dans un cadre communautaire et parce que l'esprit critique des politiques, des médias, des journalistes, des intellectuels a considérablement décru sur ces sujets. Justement, un esprit critique qui a considérablement décru, comme vous le dites, sur ces sujets, notamment par exemple sur le communautarisme juif. Et vous dites que la matrice juive de ce paradigme victimaire, dont vous venez de parler, a eu pour effet de créer un antisémitisme de ressentiment. Alors, qu'est-ce que c'est que cet antisémitisme de ressentiment ? Et surtout, est-ce que c'est pas dédouané non plus des antisémites parfois déguisés sous un antisionisme de bon aloi, et qui n'hésitent d'ailleurs plus du tout à témoigner aux juifs toute la haine qu'ils éprouvent à leur encontre ? Moi, je nie absolument pas l'existence de l'antisémitisme. Je pense qu'en France, il y a toujours un antisémitisme résiduel d'extrême droite qui reste tenace, qui a eu depuis 2000 globalement l'émergence d'un antisémitisme d'origine arabo-musulmane sur fond de conflits arabo-palestiniens, qui peut expliquer très largement la hausse très importante des actes antisémites et actes antisémites violents en France, puis le fait que les actes antisémites sont devenus les premiers actes racistes en France. Mais un des éléments dont je trouve que la plupart des analystes de l'antisémitisme, sur lesquels la plupart des analystes de l'antisémitisme sont assez discrets ou sur lesquels ils ne travaillent pas assez, à mon avis, c'est l'existence de ce que j'appelle un antisémitisme de ressentiment, qui en fait est une réaction à un certain nombre de dysfonctionnements de l'État républicain, qui tend
à scinder les citoyens et à accorder parfois sur de très courtes durées, mais des pseudo-privilèges à des citoyens sur la seule base de leur confession juive. Par exemple, un des faits qui était les plus choquants sur les 10 dernières années, c'est la décision qui avait été prise par le gouvernement Jospin d'indemniser dans un premier temps seulement les orphelins de déportés juifs de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait provoqué un tollé dans les associations de déportés, qui a finalement été cassé, puisque ont été ouverts 2 ou 3 ans plus tard, je ne me souviens plus très bien, les indemnisations à l'ensemble des enfants déportés, quelle que soit la confession de leurs parents. C'est quand même la base des principes républicains dans ce pays. Donc ce que je constate, c'est que sous couvert de bons sentiments, au nom de bons sentiments, on en vient à être dans le différentialisme, et que ce différentialisme ne peut que créer de l'antisémitisme de ressentiment. Et ce qui me semble dommageable, c'est que les responsables politiques et les intellectuels refusent de voir cette réalité et n'en prennent pas toutes les conséquences. Et par exemple, le fait qu'une très grande partie, voire plus de la moitié du gouvernement se rendent tous les ans au dîner annuel du CRIF, c'est évidemment une machine extraordinaire à créer de l'antisémitisme. Parce que ça donne le sentiment à beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, qui connaissent peu de juifs dans leur entourage ou qui sont simplement énervés, que les juifs en tant que tels sont un pouvoir en tant que tel en France. Ce qui est évidemment faux, mais je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux pour créer de l'antisémitisme tel qu'il pouvait exister il y a très longtemps, mais qui est un antisémitisme essentiellement de fantasmes, qui fantasme une puissance juive. À partir du moment où on reconnaît une organisation non représentative comme le CRIF et qu'on lui donne autant d'importance, on ne peut pas s'étonner que des gens réagissent de cette manière. Ça me paraît absolument évident. Mais est-ce qu'ils ont autant d'influence que ça? Parce que on voit par exemple la politique étrangère de la France n'a pas bougé d'un iota en ce qui concerne Israël ou la Palestine, par exemple. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'influence des organisations communautaires, et en particulier des organisations communautaires juives, et puis l'influence qu'on leur prête. Une des hypothèses que je formule, c'est que si les responsables politiques se rendent autant aux dîners-convocations d'organisations telles que le CRIF, c'est parce qu'ils en ont peur. Je pose donc la question de cette manière, est-ce qu'ils ne sont pas des antisémites qui s'ignorent? C'est-à-dire que si on a peur d'une organisation parce qu'elle est juive, bon, à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir quel est le fond de sa pensée. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est qu'effectivement, il y a des points structurants de la politique étrangère française qui sont extrêmement lourds et qui ne se changent pas comme ça en quelques mois ou en quelques années. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de faits qui sont choquants quant à l'influence supposée du CRIF. Par exemple, quand le ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, appelle en personne le président du CRIF, Roger Kuckerman, pour lui donner un certain nombre d'informations concernant la polémique qui a pu opposer la France et Israël quand Israël survolait par ses avions les troupes françaises au Liban, là je pense qu'on est vraiment dans l'ubuesque absolu. C'est-à-dire que le CRIF n'est qu'une organisation française qui n'a pas à être au courant d'informations qui peuvent être confidentielles, qui n'est pas la représentante d'Israël en France. S'il y a une information à donner, c'est à l'ambassadeur d'Israël, mais c'est certainement pas au CRIF. De la même manière, quand le ministre de la Justice rompt le secret de l'instruction sur l'affaire Ilan Halimi en plein dîner annuel du CRIF, là on peut se poser la question de savoir si ce secret de l'instruction est à géométrie variable ou non. En tout état de cause, je trouve ça profondément choquant que parce que on souhaite faire plaisir à un tel ou un tel, on rompt ce secret d'instruction sur en plus un fait divers particulièrement épouvantable et où il n'était pas nécessaire de faire ébruiter telle ou telle information. Donc moi je ne pense pas que le CRIF soit extrêmement puissant. Par contre, ce que je constate, c'est que les responsables politiques ont tendance à surestimer sa puissance et du fait de cette surestimation ont tendance à devancer ses désirs.